Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Petite question que je vous pose, il y en a 3. Que se passe-t-il quand un peuple abandonne un après l'autre les leviers qu'il s'est donnés pour se gouverner? Première question. Deuxième, quand ces dirigeants délèguent une part toujours plus grande de leur pouvoir à des entités indépendantes et aux experts, les deux termes entre guillemets? Deuxième question. La troisième, quand les réponses données aux questions les plus fondamentales sortent tout droit du bréviaire d'un libéralisme sans frontières qui perdure malgré les crises. Ça, c'est la dernière question. 3 questions fondamentales donc auxquelles s'attaque Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et essayiste, président de Génération Nationale, chroniqueur ici également, dans son tout nouveau livre paru chez VLB sous le titre « L'État succursale ou la démission politique du Québec ». Simon-Pierre, bonjour. Bonjour JPT. Et bienvenue. Merci. On va commencer, c'est François Legault qui disait ça, on va commencer par les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est les libéraux. C'était le slogan libéral. Ah, c'est les libéraux, ouais, j'apprends tous les jours. Ensemble, on s'occupe des vraies affaires. C'est ça. Hein? Alors, une question bien libérale, le prix, c'est 27 $ et c'est 240 pages. Allons au détail maintenant. Et l'État succursale, la démission politique du Québec. L'État succursale. Succursale de quoi? Succursale de quoi, c'est la question. Hein. C'est en fait l'idée derrière ça, c'est que en mentionnant que l'État québécois serait devenu une succursale, c'est bien entendu, on parle d'une succursale comme d'un gros magasin finalement, un gros magasin à grande surface, et les élus ne sont plus qu'un service à la clientèle, grosso modo. Donc, au lieu de gouverner, de régner, enfin de faire les fonctions régaliennes de l'État, deviennent des fonctions purement gestionnaires? C'est la gestion à la petite semaine, tout à fait. Donc, gouvernement ou gestion? Oui, ben, en fait, le terme soi-disant scientifique, le terme un peu utilisé pour mettre du baume là-dessus, c'est gouvernance. Oui, voilà. Le beau je vois titre, que vous l'avez lu. Succursale se disait des églises. Hein. On disait une église succursale supplée donc à l'insuffisance de l'église paroissiale. Imaginez un petit peu. Hein, c'est pas mal, hein? On en apprend des choses. J'aurais dû vous en parler avant d'écrire le livre. Une comparaison intéressante. Simon-Pierre Savard-Tremblay. Vous avez déjà écrit un premier essai au Boréal en 2014, Le souverainisme de province. C'est dans le sillage du souverainisme de province ou c'est une autre problématique que vous abordez? Oui et non. C'est-à-dire que dans le souverainisme de province, qui, je rappelle, je l'avais publié dans l'année électorale. Donc, on venait de vivre un épisode où le Parti québécois, qui commence sa campagne électorale avec le vent dans les voiles, est complètement déstabilisé au fait qu'un de ses candidats vedettes, Pierre-Carl Péladeau en l'occurrence pour ne pas le nommer, débarque dans la campagne en disant « J'y vais pour faire l'indépendance, faire du Québec un pays », en levant le point, le fameux point. On s'en souvient, oui. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas tant cet événement-là qui me semble intéressant, parce qu'en soi, un candidat, me semble-t-il, du Parti québécois doit réitérer qu'il souhaite faire un jour ou l'autre du Québec un pays, mais ça avait déstabilisé complètement la campagne quand le Parti québécois s'est fait mettre sous le nez son option fondamentale. Donc c'était là-dessus un peu que l'essai ne portait pas là-dessus, c'est un essai historique qui revenait sur le passé, mais c'était une recherche sur pourquoi, depuis les années 70, les souverainistes s'étaient enfermés dans ce cadre-là. Et là, vous arrivez donc à l'État succursale, la démission du politique du Québec. Alors, le lien entre les deux. Voilà. C'est que dans le souverainisme de province, je m'étais intéressé, parce que là, effectivement, vous faites bien de me couper, parce que j'étais en train de parler de mon dernier livre, de mon premier livre, au lieu de parler de mon dernier. mais c'est pour vendre aussi. Disons que je m'étais intéressé dans le souverainisme de province à la cause de notre déchéance nationale à travers les causes, c'est-à-dire puis des causes que j'allais chercher chez dans les grands virages du souverainisme officiel, dans nos grandes défaites collectives. Là, j'y vais plutôt sur les conséquences de nos défaites collectives dans l'État succursale. Mais en plus, vous intégrez tout ça parce que la démission politique du Québec, ça s'applique à beaucoup d'autres États-nations. Mais là, vous êtes, je crois, le premier au Québec à avoir analysé les effets de la mondialisation sur l'État québécois. Beaucoup d'études ont été faites sur les États X, Y, Z. Mais là, vous faites travail d'historien, de sociologue. D'ailleurs, on ne sait plus qui vous êtes là-dedans parce que vous avez quand même une culture assez vaste et il y a des références, on y viendra dans quelques secondes. Vous campez le problème de façon encore plus universelle. Ben oui, c'est-à-dire que c'est un problème qui est généralisé. La mondialisation, elle a créé des succursales un peu partout avec les États. C'est ça. Où finalement les élections ne servent plus à grand-chose parce que ce sont des entretiens d'embauche. Des entretiens d'embauche où il y a une description de tâches très très précise. C'est terminé les grands débats de société. Que fait-on avec le pouvoir? Où s'oriente-t-on? Sauf que, par contre, ceci étant dit,
si la mondialisation l'a généralisé, le cas québécois est quand même particulier. Qu'est-ce qui le distingue? Donc, il y a des raisons, bien entendu, universelles, mais il y a aussi des raisons enracinées quand il se passe ce genre de choses-là. Mais dans le cas québécois, le Québec était déjà une province. Donc, je rappelle, un État déjà incomplet, déjà inachevé, à qui on avait déjà donné des pouvoirs qu'on pourrait dire post-coloniaux, des pouvoirs où on disait les grandes orientations nationales, ça va être Ottawa qui va s'en occuper, la monnaie, l'armée, la défense, la politique étrangère, tout ça. Et le Québec s'occupera de santé et d'éducation. Et de quelques peccadilles par-ci par-là. Alors, l'État québécois étant déjà une province de base, ça favorisait déjà, bien entendu, une impuissance d'autant plus forte, d'autant plus grande, un enfermement encore plus total. Le verre était déjà dans la pomme. On peut dire ça, oui. Contrairement à d'autres États constitués indépendants, etc. Oui, puis d'autant plus que la mondialisation, elle ne favorise pas ce genre de décentralisation. Là, vous le savez, on parlait il y a quelque temps, le Conseil du patronat réclamait même la fermeture des régions pauvres au Québec. Donc, c'est l'idée vraiment qu'il y a une centralisation autour de quelques pôles qui pourraient être compétitifs, qui pourraient affronter d'autres pôles à l'étranger. Donc, dépassement total de l'État-nation par rapport à ça. Puis un paquet d'ailleurs de classements des régions compétitives, des villes compétitives. Autrement dit, on est en train complètement de dépasser l'État-nation comme entité. Mais c'est évident que l'État québécois comme État provincial n'a aucune place à côté d'Ottawa, par exemple, dans tout ce grand jeu-là. Et puis, d'autant plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Canada, d'une certaine manière, est à l'origine de la mondialisation. En fait, oui, c'est presque un prototype de la mondialisation, le Canada. À l'avance. C'est ce que vous dites ça très, très clairement dans votre livre paru chez VLB Éditeur il y a quelques heures. L'État succursale, la démission politique du Québec. Simon-Pierre Savard-Tremblay, auteur. On parle de 27 $ à débourser. Vous écrivez drôlement bien. J'ai même pu rigoler ici et là. Vous avez quand même des formules. On reviendra à ce que vous disiez, mais je veux juste citer un truc qui a l'air d'une phrase. Quand vous mourrez, vous aurez un mausolée, un boulevard, etc. Et on pourra citer cette phrase-là, en tout cas, pour dire « Je connais Simon-Pierre Savard-Tremblay ». Je vous cite, Simon-Pierre. « Lorsqu'on l'extirpe du politique, il ne reste à la politique que les politicailleries. » Chapeau. Ah, vous aimez ça, bon. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Hein. De quoi on parle de votre livre? J'ai parlé du Canada, en fait. Oui, le Canada, qui est un peu le précurseur. Oui, on a au moins un titre de gloire, on est le précurseur de la mondialisation. Des élites qui créent ce grand ensemble-là, bien avant l'Europe, pour des raisons marchandes. Et non pas politiques. Ben, politique, je veux dire. Il y avait toutes sortes de facteurs là, derrière la Confédération. On va pas résumer ça en une phrase, bien entendu. Il y a des historiens qui se penchent activement là-dessus. Mais c'est des raisons marchandes en grande partie. L'idée d'unifier un grand marché Est-Ouest qui serait unifié par le chemin de fer. Et aussi, à l'époque, le Canada était une économie coloniale qui se basait exclusivement sur les matières premières. C'était la théorie des staples, qu'on a appelé longtemps en milieu académique. Et puis, ça précédait d'une certaine façon cette mode un peu de la mondialisation où les régions du monde, les pays du monde vont se spécialiser dans un facteur de production en espérant tirer son avantage comparatif de ça. Là. Je comprends. Je disais il y a quelques minutes, Simon-Pierre Savard-Tremblay, que vous piochez dans votre culture sociologique, culture philosophique, on y viendra encore un petit peu. Vous dressez, en plus, quand on lit la table des matières, c'est intéressant, vous parlez d'une mise aux enchères, ça c'est votre deuxième chapitre, les grands moments de la mise aux enchères. Alors ça commence par la nouvelle bataille des plains d'Abraham, c'est alléchant déjà comme titre, chapitre 1. Les grands moments de la mise aux enchères, deuxième. Hydro et la caisse de dépôt et placement, confiscations apatrides. Quatrième, le Québec sous les transnationales. Cinquième, le nouveau despotisme libre-échangiste, ça vous en parlez souvent à vos chroniques ici. L'université de la reproduction globalitaire. L'université n'est plus un lieu de savoir presque universel, mais un endroit pratico-pratique où on peut former les futurs employés à droite et à gauche. Pour préparer à la guerre économique mondiale, finalement. Exactement. Et ça finit avec les utopies compensatoires, et il y en a 3, c'est les cités-États, le gauchisme et la suprématie du droit, parce qu'on est vraiment soumis à, beaucoup de gens disent, aux magistrats. Donc, j'en reviens. Alors, avec cette dévitalisation de l'État-nation, la nature ayant horreur du vide, il y a des idéologies de compensation qui surgissent. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y en a 3. De compensation, mais outre la compensation, on peut aussi parler de renforcement. Renforcement de la dynamique que nous décrivons depuis tout à l'heure. Dont le génie serait de récupérer tous les mouvements qui viseraient à la contester? Oui,
peut-on parler de génie qui vise à récupérer ou peut-on dire que c'est un mouvement naturel et que ça y contribue naturellement? Je ne sais pas. Sauf que c'est là néanmoins et ça va dans cette direction-là. Vous avez nommé les cités-États. Donc, qu'on appelle les villes-mondes dans les grands classements. C'est un peu ce que je vous disais plus tôt. On se construit autour de quelques pôles. Puis les villes-mondes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des villes qui sont très interconnectées avec du réseautage ou ce qu'on pourrait appeler la superclasse mondiale prend beaucoup plaisir. En tout cas, ce sont des hauts lieux de la superclasse mondiale parce que ce sont des villes qui sont bâties très souvent sur le même modèle, qui vont se reconnaître autour de quelques éléments ou bâtiments forts pour la superclasse. Ouais. Les sommets, par exemple, à Davos, le bâtiment de Wall Street, ce genre de choses-là. Autrement dit, des lieux qui sont majeurs pour eux. Puis ça organise, ça circule très facilement là, entre villes. À la limite, si je vais plus loin que ce que vous dites, Simon-Pierre Savard-Tremblay, un habitant de Montréal de l'overclass, ou la superclasse, est plus près d'un habitant de Johannesburg en Afrique du Sud ou de Shanghai en Chine que de son voisin à Belleuil. J'imagine que dans leur mortalité, c'est ça, bien entendu. Et puis, faut dire aussi que cette superclasse-là est la seule qui, en réalité, vit véritablement le rêve de la mondialisation. Oui. Elle est la seule qui peut véritablement en profiter. Son rêve d'un monde sans frontières, elle est la seule à le vivre. Parce qu'elle est la seule aussi à pouvoir passer de New York à Davos comme si elle traversait la rue. Elle allait seule avoir les moyens de le faire. Mais alors, quels sont les recours de tous ceux qui ne font pas partie de cette minorité privilégiée qui voyage partout, qui mange les repas internationaux, qui parle surtout anglais, etc. Quels sont les recours de tous ceux qui ne font pas partie de ce conclave? C'est là le hic, il y en a de moins en moins. On n'est pas encore, ce qu'on pourrait dire, dans un monde post-démocratique qui aurait dépassé ce régime-là en disant c'est le règne du profit, c'est le règne des experts. Mais on est en voie de s'enfoncer là-dedans. On est en voie de s'en aller vers ça. Parce que les prises de décision se dépolitisent. Je veux bien qu'on dise qu'il y a d'autres forums pour faire avancer les idées, pour faire avancer la mobilisation. Sauf que c'est pas évident non plus. Là. Mais alors, le gauchisme, qui est la deuxième utopie compensatoire après les cités-États, qu'est-ce que le gauchisme se présente-t-il comme une antidote à... un antidote, je ne sais jamais si c'est féminin. L'antidote. Un antidote. L'antidote, l'apostrophe, à cette mondialisation et à cette dévitalisation de l'État-nation. Le gauchisme est-il récupéré par cette mondialisation aussi, ou est-ce qu'il arrive à faire un contrepoids? Oui, parce que le gauchisme est une idéologie libérale, pardon. Ah bon? Oui, en bonne partie. Écoutez, il y a des recherches un peu qui se sont faites là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans les détails historiques, mais vous savez, ce sont des catégories qui viennent de France, gauche et droite. Oui. Et la gauche, pendant longtemps, a eu effectivement une alliance circonstancielle avec le socialisme, mais elle n'y est plus aujourd'hui. Elle n'a gardé un peu ce qu'on pourrait appeler l'idéologie antidiscriminatoire, que vous connaissez bien, pour abandonner, pour en même temps se convertir à 100% aux préceptes de la dite économie de marché. Là. Concrètement, j'arrive pas à voir le lien. Ben, le lien, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, historiquement. Les gauches, une fois arrivées au pouvoir, vous connaissez un peu le règne de François Mitterrand. Oui, d'accord. Elles se sont toutes converties aux préceptes de la mondialisation. Et l'idéologie, qu'on pourrait dire antidiscriminatoire, fait partie de cette idéologie de la mondialisation-là aussi. Je comprends. Parce que c'est une idéologie cosmopolite, c'est une idéologie de dépassement de l'État-nation, de dépassement de ce qu'on appelle les vieilles limites conservatrices, que seraient les frontières, que serait l'État, que serait la famille, que seraient toutes les structures traditionnelles de solidarité. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous êtes l'auteur de l'État succursale, la démission politique du Québec, qui vient tout juste de sortir chez VLB Éditeur. On parle de 240 pages qui se lisent très bien, on apprend un tas de trucs. C'est $27. Et oui, vous avez je reviens à l'idée d'élite, parce que vous en prenez beaucoup à cette overclass. Overclass, c'est un terme qui vient d'où? Je peux pas vous dire qui est le premier à l'avoir utilisé. Moi, je l'ai découvert avec Samuel Huntington et avec Michel Freytag. D'accord. Donc, un Américain et un Québéco-Suisse. Vous avez une définition de l'élite que je vais vous la citer, si vous me permettez. Je vous écoute. Qui est tout à fait classique et même traditionnel dans le sens traditionnel il y a quelques siècles. La crise de confiance des peuples à l'égard des élites est aujourd'hui totale. C'est que celles-ci ont cessé depuis longtemps d'être des élites enracinées, un mot très important chez vous, qui se renouvellent tout en défendant un héritage. Héritage très important. Cela n'est jamais allé sans heurts, mais traditionnellement, le rôle de l'élite impliquait la conscience de sa condition avantageuse, laquelle devait être mise au service de la communauté d'où elle émanait.
Valais. Or, les élites contemporaines sont plutôt motivées par leur seul intérêt parce qu'elles se projettent dans un destin détaché de celui de leur communauté nationale. L'overclass, dont on parle, est attirée par un effacement mémoriel qu'elle voit comme une vertu inhérente à notre époque, ce qui en vient à récuser toute vision du bien commun. Pour sortir de ce marasme que vous dénoncez, Simon-Pierre Savard-Tremblay, l'histoire, la démocratie, comment peut-on faire, et notamment au Québec, pour contrer ce de gigantesque léviathan qui s'installe peu à peu? Comment faire? Oui. C'est pas évident. C'est pas évident parce que... comment dire? J'allais vous dire, c'est un peu aller à contresens de l'histoire, sauf que c'est pas si évident que ça, dans le sens où vous voyez ce que les Wallons ont montré comme leçon actuellement. Oui, pour le traité de libre-échange. Quand on met du sable dans l'engrenage, ça va pas si bien. Puis c'est quelques grains de sable à peine. On parle d'un peuple d'environ 3 millions d'habitants qui a réussi à bloquer un accord commercial du Canada et de l'Europe, de l'Union européenne dans son entièreté. Mais bon, ça on peut bloquer, mais de façon constructive. Est-ce qu'il y a... Vous dites qu'il faut revenir vers plus de démocratie, je pense. Il faut que le peuple redevienne souverain. L'indépendance du Québec, pour vous, se situe dans le sillage de... C'en est un bon exemple. Ça pourrait être un outil, un levier très, très important pour retourner à cette démocratie-là. Parce que ça nous permettrait de se refonder sur des nouvelles bases. Ça nous permettrait aussi de créer un pouvoir de proximité où la nation québécoise serait non pas majoritaire, mais exclusive sur son territoire. Non pas minoritaire, pardon, mais exclusive sur son territoire. Oui, je vois. Et puis, ça permettrait donc de se retirer du grand ensemble canadien, qui est à la fois un relais et, comme on l'a dit, un précurseur de cette idéologie de la mondialisation. Y a-t-il moyen de ménager la chèvre et le chou, de bénéficier de la mondialisation tout en réhabilitant l'histoire, le passé, la mémoire, le renforcement du lien élite-peuple? Mais encore là, c'est pas évident parce que, les mondialisations, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Oui. Mais dans sa forme actuelle, elle est intrinsèquement libérale. Donc, elle postule qu'on extirpe complètement l'individu et les agents économiques de tout devoir collectif, de tout ancrage collectif, donc de tout règlement aussi collectif. Donc, c'est pas évident. Mais pourtant, votre livre semble terminer sur une note assez positive. Vous dites une chose, le nationalisme ne peut plus se contenter d'être lyrique. L'idée nationale a un potentiel mobilisateur immense quand elle devient concrète. L'indépendance du Québec pourrait ainsi servir les objectifs d'une véritable démondialisation, soit l'opposition résolue à la vision despotique d'un territoire et d'un État voué à la maximisation de la circulation des capitaux, des marchandises et des gens. Je saute un peu, une chose est certaine, le Québec aura d'autres rendez-vous avec l'histoire. Là, vous avez gâché le punch, il n'y a plus aucun de vos auditeurs qui va acheter le livre. Au contraire. Écoutez, on en parle, moi j'en pense grand bien de votre livre qui s'intitule « L'État succursale, la démission politique du Québec ». En 30 secondes, y a-t-il une phrase historique? Une phase historique, vous dites? Une phrase historique pour terminer l'émission. Ben là, écoutez, bonne lecture. Très bien dit, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je rappelle que vous êtes sociologue de formation, vous enseignez dans cette discipline. Vous êtes blogueur au Journal de Montréal et chroniqueur Radio-VM, apprend-on, sur la couverture, le quart de couverture. Les vraies affaires s'y trouvent comme ça. Exactement. Donc, l'État succursale, la démission politique du Québec chez VLB, éditeur, 240 pages, 27 $. Je recommande chaudement, vous écrivez très bien, c'est très intéressant. Et il y a des tas de références culturelles au passé en plus et au présent, donc chapeau. Merci Jean-Philippe. À la semaine prochaine. Au revoir. Demain, donc d'abord c'est la fin de l'émission. Demain, déclin de Daesh et minorités religieuses au Moyen-Orient et qu'est-ce que l'appropriation culturelle? À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, restez à l'antenne de Radio-VM.